rapatriement, de collaboration, mais aussi de dialogue. Et sans plus attendre, je vais vous présenter les intervenants de ce soir. À ma gauche, j'ai Madame Suzanne Moncassa, qui est de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise en Belgique, et vous vous battez pour les droits des femmes en Belgique et au Congo. Vous mettez en relation des femmes de la diaspora congolaise avec des associations de femmes belges. Vous avez aussi contribué à la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies au sein de l'ancienne commission Femmes et Développement. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Marie-Reine. Je présente le reste de l'équipe. À ma droite maintenant, j'ai Monsieur Paul Chemissi. Vous avez commencé par travailler comme assistant caméra pour des équipes de films étrangers. Après avoir acquis de l'expérience, vous avez étudié le cinéma aux ateliers Action, un programme de cinéma organisé par l'Institut supérieur des arts à Bruxelles. Et vous avez aussi travaillé sur plusieurs films en tant que co-réalisateur, scénariste, producteur et caméraman, dont le fameux film Système K de Renaud Barré. Ouais. Bonsoir Paul. Bonsoir Marie-Reine. Et je vais aussi vous présenter Stéphane Kabila. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous avez une formation en philosophie et en pratique curatoriale. Depuis 2018, vous travaillez sur des projets d'écriture critique pour le Centre culturel Waza à Lubumbashi. Et vous êtes récemment devenu directeur artistique du Livingstone Office for Contemporary Art en Zambie. Et vous êtes également membre du groupe de travail de Lubumbashi et du cluster Another Roadmap of Arts Education Africa. Bonsoir. Bonsoir Marie-Reine. Je présente aujourd'hui aussi ma collègue Lys Busselen, qui est historienne et anthropologue de formation. Vous avez vécu pendant 2 ans à Kinshasa, où vous avez travaillé comme représentante de Viva Salud auprès des mouvements congolais pour la santé, pour le droit à la santé. Et depuis 2020, vous travaillez sur la provenance des collections des restes humains dans le cadre du projet Home. Bonsoir Lys. Bonsoir. Pour nos auditeurs en ligne, j'aimerais vous faire quelques petites remarques. Le chat sera ouvert pendant toute la durée du débat. Vous pourrez y annoter vos questions et nous y répondrons pendant le Q&A. Nous allons commencer alors par notre petit Museum Talk. Et j'aimerais poser la première question à vous. Lys, pouvez-vous nous expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis, c'est pour parler du projet Home. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le projet Home? Le projet Home, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'est la place de l'Africa Museum dans ce projet et votre rôle? Oui, merci beaucoup. Home, en fait, c'est l'acronyme de Human Remains Origins Multidisciplinary Evaluation, ce qui est un très long titre pour dire l'évaluation multidisciplinaire des origines des restes humains. C'est un projet fédéral scientifique qui est porté par 7 partenaires, dont il y a 4 instituts fédéraux, notamment l'Institut de sciences naturelles, l'Institut de criminologie et criminalistique, le Musée d'art et d'histoire, le Musée royal de l'Afrique centrale, donc notamment l'Africa Museum. Et il y a aussi 3 universités, notamment l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Saint-Louis et l'Université de Montréal. Et donc, l'investigateur principal de ce projet, c'est l'Institut de sciences naturelles. Et donc, ils ont mené des recherches sur une question hautement sensible qui touche au principe de dignité dans plusieurs sociétés. Et qu'il s'agit notamment des restes humains non belges dans les collections publiques et privées ici en Belgique. Maintenant, le rôle de l'Africa Museum est de focaliser sur ces collections d'un côté, et donc ces collections sont fortement liées au passé colonial, vu l'héritage colonial du musée. Et donc, notre rôle, c'était d'étudier les contextes des injustices historiques dans lesquelles ces collections ont été construites. On a essayé de répondre aux questions d'où viennent ces restes ancestraux, qui les a amenés ici, quels sont les réseaux et les mécanismes institutionnels qui ont permis aux collectes entre guillemets de ces restes ancestraux. Et donc pour cela, on a réassemblé des données archivistiques en plusieurs archives en Belgique. Et ça, c'était une partie du travail provenance. De l'autre côté, on a aussi donc vu que la majorité de ces collections proviennent du Congo, c'était évident
qu'on allait travailler avec des partenaires en RDC, c'était évident qu'on allait vraiment essayer d'informer le plus que possible sur les informations qu'on avait au moment même. Et donc, on a construit des collaborations, on a essayé d'informer des interlocuteurs en RDC et on a aussi essayé de forger des relations avec des communautés de source. Maintenant, c'est important aussi de souligner que Home n'aura jamais vu le jour sans sans les questionnements, les activités des activistes, des chercheurs, des journalistes autour de cette question sensible et aussi l'appel plus large à la décolonisation et le mouvement de Black Lives Matter ont préparé le terrain pour ce projet. Oui, c'est aussi important de noter que lorsqu'il y a des projets de cette envergure, des grands projets scientifiques, il y a aussi la société civile qui est derrière et qui a poussé ce projet. J'aimerais aussi que vous parliez peut-être de votre mission au Congo, parce que vous avez, dans le cadre de Home, vous avez été au Congo pour compléter votre mission. Que s'est-il passé? Qu'en était-il de votre mission? Oui, j'ai voyagé en RDC. Le mot mission a beaucoup de connotations. Donc, je suis allée en RDC au début de cette année-ci, donc de janvier jusqu'en avril, environ 2 mois et demi, 3 mois. Et donc, en fait, dans une première phase, on a rebondi sur le travail qui était déjà en cours en fait par nos partenaires, parce qu'on a commencé nos collaborations en 2021. Donc avant ce voyage à Kinshasa, on avait déjà entamé une collaboration avec le Centre culturel de Ouaza et avec le collectif des cinéastes de Faire Part. Et donc pendant ce voyage, dans une première phase, j'ai pu accompagner et les collègues de Collectif Faire Part m'ont aussi accompagnée dans le travail qui était déjà en cours de route, notamment des entretiens avec plusieurs interlocuteurs en RDC, avec des profils très larges, donc dans la société civile, donc des personnes politiques, des personnes académiques, des experts du musée, mais aussi des personnes très, très liées à ces collections entre guillemets. Et donc, ça, c'était une première phase. Dans une deuxième phase, pendant ce voyage, en fait, on a aussi construit un partenariat avec le professeur anthropologue Placide Moumbembele. Et Placide Moumbembele était à l'époque aussi le directeur général des instituts, de l'Institut des musées nationaux du Congo. Et donc, nous avons choisi ensemble, on a fait le choix d'étudier un cas d'étude qui comprennent un tiers des collections anti-coloniales, de l'époque des collections. Un quart d'études qui représente un tiers des collections coloniales, c'est ça? Donc on a fait un cas d'étude qui représente un tiers des collections. Okay. Et donc, en fait, c'est un cas d'étude d'un agent colonial, Ferdinand van der Ginst, qui était l'agent territorial à Féchy et qui a en fait déterré plus que 230 tombes dans les alentours à Féchy, dans le Kwango District. Et on a choisi ce cas d'étude parce que vu le grand nombre, des restes ancestraux faisant part de toutes les collections. Et donc, sur place, on a eu des entretiens avec des jeunes, des générations plus jeunes, mais aussi avec quelques personnes qui étaient indirectement et directement impliquées, qui ont participé à l'organisation de ces déterrements à l'époque. Et donc ça, c'était d'une valeur énorme parce que ça nous prouve que l'histoire orale est vivante, et pas qu'au niveau des générations anciennes qui ont vécu les histoires, mais aussi les nouvelles générations. Et ça, c'est aussi un travail à faire dans les recherches de provenance, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on a on a eu aussi des entretiens avec, par exemple, l'historien du village, qui était toujours fortement inspiré par les études raciales qui sont sorties de ces collections de Van der Ginst.
Et donc ça, c'était cette deuxième phase du voyage au Congo. Et dans une troisième phase, on a voulu vulgariser au minimum ce qu'on avait. Et donc, l'IMNC, donc l'Institut des musées nationaux du Congo, a pris le lead pour organiser un atelier national sur la restitution des restes humains à Kinshasa, au musée même. Et donc là, ils ont en fait mobilisé toutes les personnes concernées qui étaient déjà informées du projet Home, qui étaient informées sur l'existence de ces collections. Et donc là, il y a eu un espace de réflexion entre plusieurs interlocuteurs. Et donc, c'était l'idée par le DG Placide Mouembele. Après, on a eu aussi la participation, désolée, de Waza et de faire part à cet atelier national. Et après, on a organisé un séminaire à Kinshasa. Donc, c'était une collaboration entre toute l'équipe de Waza, Faire Part et l'IMNC, où on a fait un séminaire sur le projet Home, sur nos expériences dans le projet, devant un public de 300 étudiants de justice transitionnelle liés de l'école de criminologie aux facultés de droit à l'Université de Kinshasa. Voilà. Merci Lise, c'était très très complet comme réponse. Dans votre réponse, on a entendu qu'il y avait Faire Part et Waza qui étaient dans ce projet. Et donc j'aimerais me tourner vers Paul d'abord. Paul, vous faites partie de l'organisation du collectif Faire Part. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est Faire Part et aussi qu'est-ce que Faire Part a fait durant l'organisation de Home? On l'a déjà entendu du côté de Lise, mais j'aimerais entendre de votre côté aussi. Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, déjà, il faudrait que je puisse dire que le collectif Faire Part, c'est en fait un collectif belgo-congolais. C'est un collectif de jeunes qui sont dans le cinéma, qui font des films, mais qui partagent la passion des films entre le Congo et la Belgique. Alors, on s'est dit, bon, on se met ensemble, on travaille, on fait des films ensemble. Et ça fait déjà quelques années que le collectif existe. Et on a travaillé dans pas mal de projets, pas mal de films, souvent à Kinshasa. Et ces dernières années, on commence aussi à faire des films à Bruxelles. Donc il y a déjà cette connexion avec la Belgique. Il y a déjà cette connexion avec la Belgique, mais sans oublier que la connexion est déjà établie aussi par rapport à l'histoire de nos deux pays, entre l'histoire de la Belgique et l'histoire du Congo. C'est déjà lié. Et on s'est dit qu'entre cinéastes des deux pays différents, se mettre ensemble, travailler, ça va apporter une dynamique un peu nouvelle. Et c'est comme ça qu'on travaille depuis déjà 7 ans avec le collectif Faire Part. 7 ans? Ouais. Oui, ça fait un certain nombre d'années en tout cas. Merci Paul. Et juste pour dire ce qu'on a eu à faire à Kinshasa comme travail, c'est juste qu'à Kinshasa, vu qu'on a l'habitude de tourner, c'est parfois assez difficile de pouvoir tourner des films, faire des images. Alors, le projet Home avait aussi besoin de notre expérience du terrain pour pouvoir organiser tout ce travail. Et voilà, on a essayé d'apporter notre pierre un peu à l'édifice, au projet, et organiser un certain nombre d'interviews avec des professeurs, avec la ministre de la Culture. Voilà, on a réussi un peu à faire un grand nombre d'entretiens. Oui, voilà. On va passer après à vos sentiments autour de ces différentes interviews et comment cela s'est passé. Mais avant ça, je voulais introduire Stéphane. Stéphane, vous travaillez pour l'art, le Centre culturel d'art Waza, qui est basé à Lubumbashi. Le MRAC collabore déjà avec Waza dans le cadre d'autres expositions et d'autres projets. Mais qu'a fait Waza aussi dans le cadre de Home et quelle a été votre implication? Alors, le Centre d'art Waza, oui, vous avez bien dit qu'il collabore depuis plusieurs années avec le musée Tervuren, a eu, dans le cadre du projet Home particulièrement, à recueillir les opinions de quelques Congolais, qui est très représentatif, qui stratégiquement, avant même de recueillir ce que les gens pensaient sur la question des restes humains, on a eu à réaliser ce que l'on a appelé les groupes, les amis critiques, des personnes avec qui on pouvait réfléchir sur comment est-ce que
on avance sur le projet. Et ça, c'était avant de commencer les interviews sur place. Avant de commencer les interviews. Et donc, les amis critiques, c'était composé des professeurs d'université, des journalistes professionnels, des activistes, des gens de la société civile et quelques personnes politiques en télé, non, mais qui, en fait, nous donnaient des retours dans l'avancement du projet. C'est qui, curieusement, même dans les recueillements des interviews, on allait en fait dans les 4 secteurs de cette façon-là. On essayait d'écouter non seulement les gens de la société civile, c'est que les artistes pensent de la question, c'est que les activistes pensent de la question, c'est que les communautés pensent de la question, des familles et pourquoi pas des politiques qui ont un grand rôle à jouer sur la question et aussi des juristes qui aussi nous ont donné leur éclairage. On voit qu'il y a eu un grand travail en amont parce que, comme on l'a dit au tout début du Museum Talk, c'est une question qui est éminemment sensible. La question que je me pose, c'est en tant que collectif, en tant qu'organisation du terrain, travailler avec une institution scientifique qui est grande, qui a un projet fédéral aussi qui est énorme. Quel a été votre sentiment? Il est bien sûr trop tôt pour évaluer le projet, Non. mais j'aimerais, parce qu'on est en plein dedans, mais j'aimerais connaître quel a été votre sentiment de travailler pour ce projet Home. En fait, nous, on a pris cela comme étant une opportunité de non seulement répondre à la question qui est historique, puisqu'elle nous raconte de ce qui a eu lieu dans le passé. Ce sont des preuves du passé que l'on a, de ce que certaines personnes ont eu à avoir comme action ou d'autres ont eu à vivre comme des victimes et que l'on n'a pas à victimiser. Mais qu'aujourd'hui, on a à s'engager avec cette histoire et on n'a pas à pleurer, on n'a pas s'il y a à pleurer, c'est qu'il faut finir des deuils, mais que plutôt on a à vouloir comprendre et avoir des actions qui nous permettront de regarder de l'avant, de se dire qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on prend comme engagement pour réfléchir sur l'imitation sociétale, qui est aussi l'un des objectifs que le centre a, c'est de se penser aussi comme observatoire d'imitation sociétale dans lesquelles nous sommes. Donc, pour nous, c'est là que l'on a vu, c'était une opportunité de bouger les lignes dans la mesure du possible. Merci. Paul, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus? Non, je pense que c'est bien dit de la part de Stéphane. Stéphane a tout bien résumé. Je pense. Voilà, ça me fait passer aussi à notre 4e intervenante, Madame Suzanne Moncassa. Vous représentez aujourd'hui la plateforme des femmes congolaises de Belgique, mais vous êtes aussi une figure importante de la société civile belge. Et durant le projet Home, le musée a fait appel à la société civile aussi. Et j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que le musée est venu vers vous? Comment est-ce que le musée est venu vers la société civile? Et comment la société civile a été incluse dans le projet? Mais tout d'abord, je voudrais remercier Lise qui est ici, et Marie-Reine et l'équipe qui m'a intégrée dans le travail, qui est un travail très important. Alors, le contexte dans lequel la société civile est impliquée, il faut savoir que, en ce qui me concerne, j'ai toujours été engagée dans les associations. J'ai toujours travaillé dans les associations. Et j'ai commencé quand même assez vite à réfléchir sur la question de la colonisation et sur les conséquences de la colonisation, sur le racisme, sur les stéréotypes, sur tout cela. La première fois que j'ai eu à faire un travail important sur ces questions-là, c'était une équipe, c'était dans le cadre de la préparation d'une exposition sur les 100 ans de regard belge, 1885-1985, les 100 ans de regard belge. Et l'équipe était coordonnée par 2 personnes, une personne d'origine congolaise qui vivait ici et une personne, disons, d'origine belge, comme on a l'habitude de dire, un blanc.
Donc c'était un blanc et un noir qui coordonnaient ce travail. Ça, c'était la première fois que j'avais donc vraiment de manière approfondie dépouillé les documents, etc. Ça, autour de la question de la colonisation. Donc c'était dans le cadre d'une association. C'était pas l'État qui avait, mais l'État avait subventionné le travail. Bon, ça. Maintenant, concernant le projet Home, il faut savoir que quand j'ai été invitée par vous, par le musée, par votre équipe à entrer dans ce travail, c'est parce qu'il y avait déjà ce passé où j'étais dans les associations, et donc une fois de plus, je voudrais montrer que les associations qui travaillent sont conscientes que là, il y a un enjeu et que ces associations ne peuvent pas rester à l'écart de cet enjeu et qu'il faut se mettre dedans et réfléchir ensemble. Et c'est comme ça que j'ai été impliquée qu'on m'a invité à faire partie de ce travail et j'ai participé à des réunions. J'ai participé notamment à, je pense que c'était l'évaluation à mi-parcours que vous avez fait, où donc j'ai aussi apporté ma contribution, une réflexion sur la question de la restitution de restes humains. Et donc, si je peux dire quelque chose par rapport au contexte, parce que c'était la question, le contexte et l'implication de la société civile, moi je dirais que jusqu'à un passé récent, c'est surtout en partant des associations et de la société civile que nous avons pu nous impliquer dans ce travail sur la colonisation et la décolonisation. Et je terminerai en disant que l'initiative qui a été prise de mettre en route la commission spéciale parlementaire sur la colonisation, en ce qui me concerne, c'est la première fois que l'initiative venait des responsables politiques et qui nous demandait à nous aussi de nous impliquer dans la réflexion sur ces questions. Parce que sinon, le contexte, c'était toujours à partir de la société civile et des associations. Oui, et comme on l'a dit au début, la société civile a beaucoup travaillé et a beaucoup questionné. Oui. Et c'est peut-être aussi grâce à elle que ces grandes institutions ont commencé, elles aussi, à se questionner. Je vois déjà dans le public qu'il y a quelques questions qui se posent et elles sont en lien avec la question que je vais vous poser maintenant. Et c'est en lien avec le vocabulaire, en fait. On parle beaucoup et on parle souvent de restes humains. On parle de dépouilles, on parle d'ancêtres, mais il y a aussi cet aspect humain. Pourquoi cet aspect humain n'est pas assez médiatisé? Je sais que la société civile est aussi derrière pour médiatiser ce genre de questions. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi cet aspect n'est pas assez médiatisé ici en Belgique? Moi, il me semble que quand on veut réfléchir sur la question de la médiatisation, il faut se poser la question du rôle des médias. Je pense que c'est très important le rôle des médias et je pense qu'il faut aussi se poser une deuxième question de qu'est-ce qui se passe lorsque on parle de restes humains. Et là, je vois quand même que je prends un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Le retour de la dent de Lumumba, de Patrice Lumumba au pays, a quand même eu un écho que moi je trouvais qu'on avait fait l'écho qu'il fallait faire. Pourquoi cette médiatisation? Parce que je pense qu'il y avait la famille de Lumumba qui était là. Il y avait les enfants de Lumumba et il y avait la pression des enfants, il y avait la pression de la famille. Ajouter à cela la pression et les réflexions et les demandes de la société civile, ça a permis donc de faire en sorte qu'il y avait la médiatisation. Et donc ça a été médiatisé. Quand je pense à un autre exemple, peut-être pas pour sortir un peu de la Belgique, parce qu'il n'y a pas que la Belgique qui a un passé colonial. Malheureusement. Mais je prends l'exemple de Sarah Baartman. Lorsque sa dépouille a été retournée en Afrique du Sud, on a aussi médiatisé parce que, bon, cette histoire avait tellement choqué les gens, etc.
et ça a porté au niveau des médias. Et donc, moi, je pense que ça fait quand même beaucoup. Le fait que les familles ont été impliquées, que les enfants ont été impliqués, que ça, c'est un élément qui favorise donc la médiatisation de ces retours et ces interrogations sur les restes humains. Et au Congo, on se pose aussi ces interrogations. Paul et Stéphane, est-ce que c'est déjà c'est une question centrale, mais est-ce que vous sentez que la population aussi se pose ces questions et au niveau des médias, qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, il faut dire que le projet Home en soi Mhm, a contribué aussi à vulgariser cette question. Mais je pense qu'il faut essayer de rectifier un peu le tir en fait. mhm, Parce que je trouve qu'il y a une façon de chosifier un peu en disant reste humain, en disant, en parlant de collection. mhm. Je me vois mal comment on peut collectionner des restes des personnes qui sont disparues. Ça, je pense déjà qu'il y a un peu un petit, Une dichotomie, voilà, ça donne déjà un peu le malaise. Parce que déjà au Congo, pour nous, ce sont nos ancêtres, ce Mhm, sont le corps de nos aïeux qui ont été déportés, emmenés ici et qui se trouvent encore dans des boîtes, actuellement encore mhm. à Tervuren. Et je pense que déjà, par un signe de respect envers nos ancêtres, on ne peut plus parler de restes. On peut plus Restes humains de de restes humains, collection. on ne peut plus parler de collection. À Kinshasa, les gens en parlent de plus en plus. Pour dire vrai, c'était pas tout le monde qui était au courant. Les gens savaient que bon, il y a des œuvres d'art à restituer, il y a tout ça. Mais en fait, le concept de restitution, il va plus loin. Parce que là, ça touche vraiment aussi à la dignité congolaise, du fait qu'il Mhm. y ait encore des dépouilles des Congolais dans des Même tiroirs ici, ou hein, dans les des gens ne sont boîtes. pas au courant. De toute façon, c'est Voilà. pas qu'il y a une différence entre la Belgique et le Congo. De toute façon, en Belgique, les gens ne sont pas plus au courant. Donc, pour un peu, pour te répondre encore, je Mhm, pourrais te dire que la question est d'actualité mhm. actuellement à Kinshasa. Et les gens, ils attendent. Ils attendent retrouver les corps de leurs ancêtres, faire des deuils et pouvoir tourner aussi une page de l'histoire. Voilà, quoi. Merci Paul. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais ce que je dirais, c'était très, très marquant en fait de se rendre compte, qu'en passant les interviews ou en écoutant les gens que l'on a eu à avoir des conversations, c'est que quand on disait restitution, tout de suite les gens pensaient aux biens culturels et qu'ils ne pouvaient pas faire un lien entre restitution et le reste humain Mhm, dans ces cas-ci. Et donc ça donnait à penser, donc ça surprenait. Ces lapsus-là nous informaient sur le fait que les gens, pour eux, restitution, il n'y a que les objets culturels. Et que c'était surprenant de se rendre compte du nombre, en fait, des restes humains se trouvant en Belgique, non seulement des Congolais, mais aussi d'autres personnes de nationalités différentes qui sont gardées dans des institutions fédérales. Et, et donc, c'est informateur sur des pratiques scientifiques. On ne remet pas en question la science, mais que mhm, je crois qu'on a à remettre en question certaines pratiques scientifiques qui réifient les hommes à l'état d'objet, qui les rendent que matériel didactique. C'est bien qu'on nous parle de cela quand j'ai dit volontairement qu'après ma mort, j'aimerais bien offrir mon corps à la science. Mais que ce ne soit pas quelqu'un qui, avant, en fait, qui ne soit mort, sans aucune volonté mhm. de la dépouille, que l'on lui fasse vivre une autre violence. Et donc, c'est se rendre compte qu'il y a une double violence qui se perpétue dans ces pratiques où on fait vivre la violence de la personne qui, dans des cas illustres, qui ont été décapités et que l'on continue en fait à les manipuler aujourd'hui. Et donc, les familles continuent à pleurer les leurs, mais comme si pleurer ne suffisait pas, on continue à les manipuler. Et donc, je pense qu'il y a des actions à faire quant à ce.
Déjà, en parler ici, on voit que c'est assez lourd, c'est très violent. Ça fait déjà quelques jours que vous êtes ici en Belgique dans le cadre du projet Home. Je sais que vous avez eu la chance de voir ces collections. Quel a été votre sentiment? On en a parlé en off, mais j'aimerais aussi que vous expliquiez quel a été votre sentiment lorsque vous avez vu ces collections. Écoute, ça a été, pour moi, ça a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à affronter, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on connaissait un peu dans l'histoire, un tout petit peu, l'histoire de Lusinga. Et là, je vois le crâne de Lusinga sur la table, on me le montre, avec un numéro. C'est AA 151. Vous Donc l'avez retenu? je trouve qu'il y a eu un peu une confusion entre l'être et le chiffre. Mm. C'est devenu juste aujourd'hui un simple chiffre. C'est AA 151, ce n'est plus Lusinga, notre aïeux. Et voilà, je trouve que c'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que il y a des familles encore qui attendent le retour de leurs ancêtres pour pouvoir faire des deuils et trouver ça là, garder dans des conditions comme ça, dans des boîtes en carton, dans des tiroirs. Mhm. Je pense que j'étais très très choqué, je pense. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Je voulais aussi poser une question à Alice parce que c'est quelque chose que le public pose souvent. Ces restes humains qui sont ici dans nos musées. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? On sait déjà qu'il y en a dans les collections du MRAC. Où est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a autre part et où? Oui, ils sont donc euh, donc je vais dire restes ancestraux pour pour mettre les choses au clair. Ouais. Je pense que je veux juste encore rebondir sur ce qu'on a dit ici. Je pense que c'est vraiment, en fait, on vient à peine de découvrir Mm. l'histoire muséale en fait, qui est un langage muséal déshumanisante vis-à-vis de ces restes ancestraux de ses ancêtres. Et donc, c'est très difficile de sortir aussi de ce langage parce que c'est toutes les structures, l'infrastructure autour de ces ancêtres aujourd'hui est notamment construit. Donc, c'est pour ça que je parle souvent de la construction des collections. C'est toute une construction, aussi le concept. Maintenant, il y a des restes ancestraux qui proviennent d'un contexte colonial. Il y en a entre 600 et 700. Et ils sont dispersés dans plusieurs instituts et dans plusieurs collections. Notamment ici à MRAC, donc à Tervuren, à l'Africa Museum, et la plus grande partie qui était historiquement conservée au musée se retrouve aux sciences naturelles. Et donc, pour donner des chiffres, une 650 des restes ancestraux ont été transférés en 64 aux sciences naturelles et une 50 se retrouvent toujours ici à Tervuren. Mais de ces restes humains, pas tous ces restes humains ou ces restes ancestraux proviennent du Congo. La plus grande, majoritairement, oui, la plus grande partie. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que AA est l'acronyme de anthropologie anatomique. Et donc, ces collections sont des fameuses collections créées à la base. C'est la première base qui a été créée pour parler des collections de restes humains. Et donc, ces collections ont servi de base pour les pseudosciences raciales, l'anthropologie physique, notamment le racisme scientifique. Et donc, la plus grande partie de ces collections se retrouve plus à Tervuren, sauf quelques-uns qui sont restés ici. Par exemple, le chef Kapampa, le prince Kapampa, qui a été donné par la femme
de l'agent militaire Emile Storms en 1935, ensemble avec la crâne de chef Lusinga et la crâne de chef Malibu. Et ça, c'est un exemple de la collection AA qui est restée ici au musée. Dans les collections au musée, il y a plusieurs endroits où se retrouvent des restes ancestraux. Il y a les collections biologiques, il y a les collections ethnographiques et il y a aussi des restes humains qui proviennent des fouilles archéologiques qui sont toujours conservées au palais de Cologne ici. Et les restes ancestraux de biologie dans les collections biologiques et ethnographiques sont conservés au CAPA. On se rend compte qu'il y a une grosse collection et en même temps, vous avez aussi répondu à la question d'un auditeur qui demandait est-ce qu'on distingue les restes humains et les restes ancestraux ? Et donc la réponse était que c'était un vocabulaire colonial, muséal et institutionnel sur lequel on doit aussi travailler dans le cadre de ce projet à réimaginer un nouveau vocabulaire en commençant par nous-mêmes, les institutions, etc. et les partenaires. Suzanne Moncassa, j'aimerais aussi vous poser cette question de l'humanité et de ce retour de la dignité. Je sais que c'était un sujet qui a été beaucoup amené sur la table par les acteurs de la société civile et pourquoi c'était aussi important pour vous de le ramener sur la table dès les premières réunions que vous avez eues avec le musée. Oui, parce que dans la question de retour, la question de restes humains, c'est une question d'ensemble. Il y a pas que, c'est pas seulement les aspects scientifiques, c'est pas seulement la recherche scientifique. Là-dedans, ce que moi j'ai apporté comme contribution, c'est de dire il y a les aspects éthiques. Quand vous parlez du côté humain, les aspects éthiques. Il y a les aspects juridiques, bien sûr, parce que comment est-ce que ces restes sont arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils sont morts. Vous avez parlé de Lusinga, comment est-ce que ce Lusinga a été tué, etc. Il y a des aspects juridiques, mais il y a aussi des aspects politiques. Donc, quand on parle de l'humain et que... parce que nous sommes là en train de parler des personnes humaines, des personnes qui sont en Belgique, qui vivent en Belgique, qui sont d'origine congolaise, qui sont d'origine belge, comme on dit blanche. Nous vivons ensemble. Des personnes qui vivent au Congo, il y a aussi là-bas ce qu'on appelle des blancs. Hein? Donc c'est des personnes humaines qui vivent là-bas, dans la société là-bas. Et donc cette histoire du passé, c'est une histoire qui, si on n'y prend pas garde, mais hypothèque les relations entre les individus, entre les communautés, entre les groupes, etc. Donc l'humain se trouve au centre de cela. Et donc si on veut traiter ces questions-là, moi je trouve qu'il faut prendre en compte les aspects non seulement scientifiques, la recherche, etc. C'est très important. Hein, parce que s'il n'y avait pas de scientifiques pour chercher, pour faire les recherches, ça aurait été difficile pour nous, pour savoir. Bon, mais à côté de ça, il y a l'éthique. On a parlé des ancêtres, on a parlé de la culture, comment les gens imaginent les morts, etc. Et puis, il y a la question de... Donc, moi, je voudrais dire l'humain au centre, d'accord, mais pour régler la question, il faut les aspects politiques. Il faut le bilatéral. Il faut que le Congo et la Belgique, au niveau politique, les responsables politiques, s'assoient en partant des recommandations que nous avons données, parce que nous avons formé des groupes de travail. Moi-même, j'ai coordonné un groupe de travail. Moi-même, j'ai été auditionné par les parlementaires de la commission spéciale parlementaire. Nous avons déposé les recommandations et il y a eu d'autres groupes qui ont déposé. Et maintenant, moi, je pense que c'est très important que le bilatéral prenne la relève, que les responsables politiques s'assoient, examinent tout cela, examinent les recommandations que nous,
la société civile, nous avons formulé et que petit à petit, on puisse avancer dans cette histoire, dans le respect de nos diversités. Mais on ne peut pas vivre dans le respect de nos diversités si on veut faire fi de ce passé, de ces méfaits du passé. Il faut les regarder de part et d'autre. Hein? Il faut les regarder en face. Et alors, essayer de construire une société qui nous font avancer et qui donne de la place de part et d'autre. Que ce soit aux Congolais, que ce soit aux Belges qui sont là-bas, que ce soit aux Congolais qui sont ici, etc. L'humain est capital. En parlant de faire de la place à chacun d'entre nous, aujourd'hui, il y a différentes personnes autour de la table qui vont travailler sur le projet Home. Et l'une des questions aussi qu'il faut mettre sur la table ce soir, c'est quelle est la finalité du projet Home. Et je me tourne encore une fois vers Lise pour expliquer, parce que ça fait 2 ans que ces collaborations, ces réunions informatives ont eu lieu. Quelle est la finalité de Home ? Et quelle est la suite, si suite il y a déjà prévue? Ok, je vais essayer d'être bref. Donc, on doit remettre un rapport, on doit finaliser un rapport à la fin de cette année-ci, donc pour le 15 décembre 2022. Et donc, on va remettre ce rapport au secrétaire d'État chargé de la politique scientifique qui pourra baser son approche quant aux demandes de rapatriement ou des ancêtres sur base de ce rapport et qui pourra aussi présenter ce rapport au Conseil des ministres qui pourrait s'aligner, par exemple, qui pourrait s'aligner aux recommandations qui font partie du rapport. Mais je pense qu'il est déjà clair, comme maman Suzanne a bien dit, c'est que l'humain est au centre de cette question et que le travail d'ensemble, un travail participatif, collaboratif, n'importe comment on veut l'appeler, mais le travail d'ensemble de plusieurs interlocuteurs dans la société civile au Congo et en Belgique sera indispensable dans le futur et que c'est aussi un processus. Donc, je pense pas et j'espère surtout pas qu'on va s'arrêter au rapport, mais qu'il y aura évidemment une suite avec un trajet politique, mais aussi un trajet sociétal. Et donc, je pense que je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je pense que de toute façon, cette question de rapatriement, mais aussi les questions liées à sa restitution, réparation, font tous partie d'un processus intégral. Voilà. C'est une très bonne réponse. En tout cas, il n'y a pas encore de suite officielle, mais nous espérons qu'à la fin de ce projet, il y en aura une. Continuez à nous poser les questions en direct dans le chat. En tout cas, elles me les sont relayées et on va les poser à nos différents intervenants. Et je voulais aussi poser une question par rapport à cette finalité du projet. Donc il y a des recommandations qui doivent être écrites, un rapport donné au secrétaire d'État. Aujourd'hui, si vous avez une recommandation ou quelque chose à mettre dans le rapport, en tout cas, ce serait quoi de votre point de vue du Congo ? Je dirais plutôt pas du point de vue du Congo, mais plutôt du point de vue des Congolais que l'on a écoutés, puisqu'on a recueilli plusieurs voix, qui sont des voix multiples et variées. Et dans l'ensemble, je pense que les recommandations pourraient aller dans ce sens-là. C'est le cas par cas. Pour les restes humains qui sont identifiés, pour ceux qui ne les sont pas, le cas par cas d'identification où les recherches pourraient continuer tout en ayant les restes humains au Congo, puisque la recherche n'a pas à se centraliser qu'au niveau de la Belgique.
je pense que la recherche est possible de se faire au Congo et que je pense qu'il y a, pour ceux qui vont suivre la vidéo que l'on va réaliser des compilations, ils suivront clairement certains intervenants dans les interviews qui disent des choses de façon simple et pratique, comme l'une des personnes qui dit que ce serait simple de demander au travers de la radio les communautés, d'écouter les communautés en leur présentant, en leur disant dans votre histoire, puisque même l'histoire orale, qui a encore toute sa place dans les communautés africaines, qui a toute sa vie, pourrait renseigner, faciliter les recherches scientifiques sur les sources ou les recherches des provenances qui, en fait, plusieurs scientifiques se cassent les nerfs quelquefois ici, mais qu'en fait, la connaissance est là, mais que l'on veut tout simplement être ouvert à pouvoir l'écouter. Et donc, c'est écouter les voix variées qui s'offrent, qui est une opportunité, je crois, aussi pour les musées de se repenser, qui est une opportunité aussi pour des institutions fédérales à ouvrir les portes au dialogue et aux actions concrètes pour faire en sorte que les gens clôturent des deuils et pourquoi pas construire des choses à venir ensemble. Donc on retient pas de généralisation, le cas Cas par par cas. cas. La recherche au Congo. Oui. Et Tout en restituant en d'abord, restituant d'abord. et puis on continue avec les recherches après sur les terrains. Puisqu'ils seront en terre, pour ceux qui seront enterrés. Il y a de ceux qui suggèrent les musées, mais on poserait la question de pourquoi reproduire ce qui est ici. Avons-nous besoin de cela? Et donc, ce serait aussi une opportunité pour les pays de repenser, de s'approprier la question. Puisque si aujourd'hui la Belgique met la question sur la table, ou si les questions se posent ici en Belgique, mais ce serait demain, ou déjà peut-être les Congolais y pensent, c'est comment est-ce qu'on répond à la question. Et donc, je ne pense pas que ce serait à qui ce soit de répondre, mais que les politiques prendraient des réponses, des mesures en leur temps voulu. Et donc, ils auront aussi leur propre agenda au niveau du Congo, où on dira, voilà, ce que l'on pense. Peut-être qu'ils diront, on les laisse. Non, je ne dirais pas ça. Donc, c'est un peu spéculatif, quoi. Ben, c'est ça. Mais je vais faire le lien, avant de revenir vers Suzanne et Lise, je vais faire le lien avec une question qui a été posée dans le chat par le public, justement, parce que vous parlez du gouvernement congolais, de l'avis du gouvernement congolais. Le public demande, est-ce que vous connaissez la position du gouvernement congolais dans ce dossier des restes humains? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Mais on ne doit pas aussi oublier que nous, on n'est pas des représentants du gouvernement congolais. On n'est pas une délégation officielle du Congo venue à Tervuren pour continuer des enquêtes ou quoi que ce soit qui est en rapport avec des restes humains. Ça, il faut essayer un peu de lever le voile parce que c'est quelque chose qui nous suit depuis qu'on est là. Il faut mettre... des porte-voix du gouvernement congolais. Alors que vous n'avez pas été mandaté par le gouvernement Pas du tout. congolais. On n'a jamais rencontré le gouvernement congolais qui nous a fait une proposition quelconque. Pas du tout. Nous, à la base, on se revendique vraiment comme des artistes. Mais l'apport que je pense qu'on apporte, nous, c'est d'avoir recueilli des avis des Congolais et les compiler et venir les présenter au public. Ceux qui ont vraiment envie de savoir qu'est-ce que le gouvernement congolais en pense, parce qu'on a interviewé Madame la ministre de la Culture au Congo. Alors, ils doivent venir assister à la projection qui aura lieu... Qui aura lieu où et quand? Comme ça, c'est quand? C'est le 5 Ouais. C'est le 5 et le lieu, je pense que Lise peut m'aider, je ne maîtrise pas tellement les noms des... C'est au centre d'éducation. Culturel ou... Oui. Désolée. En tout cas, ces informations peuvent être retrouvées dans l'onglet Agenda sur le site web du musée. Le 5 novembre, vous allez projeter le film sur lequel vous avez travaillé dans le cadre du projet. Donc, vous invitez tous nos auditeurs à venir. Tous ceux qui ont envie de venir voir l'opinion congolaise, qu'est-ce qu'ils en pensent, qui sont la bienvenue, ils peuvent s'y rendre. Voilà, c'est bien, on fait aussi la promo des activités home. Mais je reviens vers Suzanne aussi. Donc, je posais la question à Paul et Stéphane.
une idée de recommandation maintenant que vous pourriez nous donner en live pour la fin du projet Home, de votre côté, de votre point de vue? Le projet Home, les travaux que nous avons faits avec des groupes, les différents groupes qui essayent, eux deux là, qui sont arrivés et qui ont fait un film. Moi, je considère que tout ça, c'est une dynamique. Mhm. Et cette dynamique, nous devons être conscients de faire en sorte que la dynamique ne s'essouffle pas, Mhm. que cette dynamique continue à progresser. Progresser vers quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une société belge, une société congolaise, d'une manière générale, des sociétés africaines, européennes, Mhm. qui soient des sociétés qui soient ouvertes à la diversité, au respect des autres, qui soient des sociétés inclusives, qui essayent d'inclure tout le monde, dans la mesure du possible, dans la vie de la société, Mhm. et qui soient des sociétés solidaires. Moi, si j'ai une recommandation à faire, euh, on a parlé du gouvernement congolais, au gouvernement belge, de faire en sorte que cette dynamique ne s'essouffle pas. Et pour que la dynamique ne s'essouffle pas, il faut qu'ils regardent les recommandations que nous avons données, que le projet Homme va introduire, etc. Et qu'on essaye de donner les moyens et les possibilités aux civils que nous sommes de pouvoir travailler ensemble et de progresser vers des sociétés qui soient des sociétés ouvertes où on se respecte mutuellement tout en sachant les méfaits qui ont été faits dans le passé, etc. Des sociétés ouvertes, des sociétés inclusives et des sociétés solidaires. Mhm. Moi, c'est ma recommandation. C'est une grande recommandation. Donc, je résume, d'inclure les sociétés civiles et de leur donner les moyens de continuer à travailler sur ces Voilà. questions. Merci Suzanne. Je vais encore repasser aux questions du public parce qu'il y en a eu plusieurs et elles sont assez intéressantes. Et c'est encore pour vous, Lys, et pour Stéphane et Paul aussi. C'est une question qui concerne Féchi. Donc, on parle du gouvernement congolais, mais on peut aussi parler du gouvernement belge qui a fait un emprunt à long terme avec le masque Kakungu. Donc, cette personne dit les ressortissants de Féchi se sont organisés autour d'une structure, Kakungu, qui promouvoit les valeurs de la communauté Soukou. C'est une grande structure qui réunit des scientifiques et toutes les autres catégories et qui mène des réflexions déjà sur les restes humains, les restes ancestraux. Est-ce que Lys a eu le temps de les rencontrer lors de sa mission ou est-ce que vous les avez rencontrés lors de votre mission? On a rencontré plusieurs personnes donc de plusieurs secteurs et donc je me rappelle pas qu'on a rencontré une telle plateforme, mais on a rencontré des historiens, on a rencontré des politiciens, des députés nationaux qui sont issus de Féchi, qui sont aussi issus de la communauté Soukou. On a rencontré des gens qui étaient là à l'époque à l'organisation. Et donc, en fait, ça, c'était, pour nous, c'était une première façon de pouvoir vulgariser les données autour de cette question auprès de plusieurs interlocuteurs. Et en fait, on est au tout début là. Donc, c'est comme Stéphane a bien dit, en fait, il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire en RDC aussi. Et donc, je peux que encourager le travail de ce groupe. Et s'ils veulent avoir des données de notre côté, nous pouvons essayer de leur transférer tout en transparence. Donc, oui, je pense que c'est une réponse. Okay, il y a l'ouverture. J'entends Paul qui voulait rajouter quelque chose. Bon, pas forcément, hein, mais juste, c'est Féchi qui m'a un peu... En fait,
Ça me rappelle Monsieur Van de Ginst, qui a fait des recherches anthropologiques dans la ville de Féchy Mhm. et qui a parfois déterré des cadavres et pris des têtes et il les a mis dans des malles pour les faire venir en Belgique pour des raisons scientifiques ou anthropologiques, pour Mhm. faire des mesurations de crâne, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, à la longue, à Féchy, tout ce qui a été fait par Van de Ginst a aussi porté des fruits un peu négatifs, des fruits que je peux dire très amers en fait. Parce qu'il y a une certaine, il y a une certaine, comment je peux appeler ça, une certaine tribu Mhm. à Féchy qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres parce que dans leur crâne, il y a quelque chose de spécial, Parce que d'après Van de des Ginst études. a récolté leur Exactement. crâne. Donc tu vois, il y a toujours aussi un peu les fantômes de la colonisation qui continuent à persister à Féchy et qui continuent à poursuivre les imaginaires des gens, le quotidien des gens, tu vois, avec ce genre de fausses idées dans la tête. Donc en fait, il y a tout un travail à Mm. faire. Ouais. Ouais, Multidisciplinaire, voilà. Je sais pas si me Stéphane, le disait Stéphane il y a quelques minutes. Oui, mais je crois que le travail, au-delà d'être multidisciplinaire, il doit inclure aussi, puisqu'il y a des traumas Mhm. qui planent en fait. La guérison. Et donc, il y a un travail, je ne vais pas appeler ça une psychologie collective, mais ce serait un travail de réconciliation avec notre histoire. On ne doit pas l'oublier, on doit la regarder des faces et y apprendre pour que cela ne puisse plus arriver encore dans l'avenir. Et cela impliquerait, je crois, toute la société congolaise par la vulgarisation de la question d'abord, la société belge pour qu'elle soit aussi consciente, puisque à entendre certaines personnes ici, c'est que dans les systèmes éducatifs, c'est à peine que l'on apprend l'histoire coloniale belge auprès du Congo ou du Rwanda ou du Burundi, et qu'au-delà de ça, je pense que la conversation ne doit pas se limiter entre les Belges et les Congolais, Mhm. et que l'on pourrait ouvrir les conversations, puisqu'il y a d'autres colonisations qui ont eu lieu même ici en Europe. Et comment est-ce qu'on apprend de ces restitutions qui ont eu lieu dans ces pays-là, entre ces pays européens? On peut apprendre des restitutions qui sont en train de se dérouler en Afrique, entre les pays occidentaux, du Nord, l'Allemagne, avec des pays en Afrique. Et donc, c'est comment est-ce que ces conversations ne se limitent pas qu'entre le Congo et la Belgique, mais qu'elles s'ouvrent, elles deviennent inclusives et elles ouvrent des portes à des conversations plus riches pour faire en sorte que l'on dialogue d'égal à égal. Voilà. C'est vrai que lorsque l'on parle de restitution, l'une des peurs que l'on a ici en Belgique et que l'on entend aussi du public du musée, c'est le musée va se vider. Nous n'aurons plus rien, mais comme Stéphane le dit, il y a des exemples de restitutions qui ont déjà été faites et qui continuent à se faire en dehors de la Belgique. Et donc, bien sûr, nous pourrons prendre exemple sur ces différents cas. Il y a une question, encore une question du public. On en a parlé au tout début, mais elle est assez intéressante parce qu'il faudrait répéter. On nous demande, il y a des experts qui existent, il y a des représentations d'associations ici en Belgique. Les aviez-vous rencontrés et interviewés? Est-ce que vous avez rencontré des experts ici en Belgique? Déjà, le but de notre arrivée ici, c'était pas rencontrer des experts Mhm. et pouvoir les interviewer. On a eu à faire un travail par rapport au projet Home, Mhm. recueillir des avis des gens à Kinshasa Mhm. et à Lubumbashi, dans le cas de nos amis de Waza, et de pouvoir les partager, les montrer. Alors, mais ce qu'on a eu à faire, pour moi, par contre, que j'ai trouvé une très bonne chose, Mhm. c'est rencontrer la société civile ici. C'est rencontrer toutes ces associations de la diaspora ici. Et là, on va faire plus que filmer, parce qu'on va se mettre dans l'action ensemble. C'est assez rare parfois qu'on voit des gens du Congo vraiment et des gens d'ici travailler ensemble pour, Mhm. dans une même dynamique, Synergie. une même synergie. Et voilà, donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Peut-être qu'il y aura des interviews qui viendront, on ne sait pas trop. Mais
Et voilà, il y a déjà quelque chose qui se Il y a prépare. Madame Suzanne, donc à ça ici. Dans le prolongement de ce que vous dites, Oui. à juste titre, Voilà. qu'il faut que les gens de la diaspora et ceux qui sont restés au pays, il faut qu'on se travaille ensemble, il faut qu'on ait des possibilités et des moyens de pouvoir échanger des idées, Oui. apprendre les uns des autres. Mais les femmes, elles ont donné l'exemple avant cela. Très bien. Oui, parce que nous sommes allés travailler avec nos sœurs qui sont restées au pays pour préparer les élections de 2006. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé 22 femmes d'ici. Nous sommes partis pour travailler avec 22 femmes de là-bas. Et nous sommes partis dans les provinces et nous avons préparé les élections et nous avons travaillé avec tous les publics confondus. Moi-même, je suis quinoise. Je ne suis pas restée à Kinshasa. Je suis allée à l'intérieur. Je suis allée à Mbandaka. J'ai travaillé avec les femmes de Mbandaka et nous avons préparé ces formations ensemble. C'est juste dans le prolongement de ce que vous dites qui est important, qu'il y ait de plus en plus des échanges et des rencontres entre ceux de la diaspora et ceux qui sont restés au pays, en Afrique, au Rwanda, au Burundi, en RDC. Ouais. Très important. Non, mais je pense que les deuils, en fait, sont des lieux de rencontre. Mhm. Et je pense qu'à juste titre, quand on s'est rencontrés avec les gens de la diaspora, de la société civile, c'était de se dire, voilà, on parle de mort, mais ce sont les morts qui nous unit laissent. aussi, Et en fait, c'était d'une beauté de se rendre compte que les énergies circulaient dans l'espace où on était, dans une salle. On pouvait parler et que on s'est dit que ça marche. Et ce sont des occasions rares où je pense que l'on pourrait peut-être pas les avoir, on ne sait pas peut-être les reproduire et qu'on a à les vivre. Et que je pense que les responsables politiques doivent saisir de cette opportunité aussi, Mhm. de se dire que cette dynamique n'est pas à freiner et qu'elle a aller jusqu'au bout. Elle sera réparatrice non seulement pour le Congo, mais aussi pour la Belgique, puisqu'elle nettoie l'histoire. En espérant que les responsables politiques nous écoutent ce soir. En tout cas, c'est un message direct. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. C'est un message direct envers eux. On leur enverra aussi la vidéo s'ils ne nous écoutent pas. En tout cas, c'est vrai que l'une des critiques aussi qui revient souvent vers la diaspora africaine d'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez de collaboration avec le continent. Malgré que nos aînés aient déjà commencé le travail, les nouvelles générations reçoivent beaucoup cette critique. C'est pas, excuse-moi Marie-Reine, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas assez de collaboration. Mhm. Parce que la maman nous a expliqué que c'est depuis 2006 Oui, qu'elle a commencé à travailler. les aînés Peut-être l'ont qu'il y a des beaucoup actions fait. qui ont été faites, qui n'ont peut-être pas été documentées, qui n'ont Mm. peut-être pas été publiées dans les journaux, que la presse n'a peut-être pas relayées. Moi, je pense. Oui, moi je disais que c'était une critique que la diaspora recevait souvent. Je pense que c'est une Ça ne veut critique. pas dire qu'il Je pense reste que la c'est vérité. une critique qui n'est pas fondée du tout. Non, je pense que Ça fait plaisir de l'entendre que ça ne soit pas fondé. Marie-Reine, je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Et je ne sais pas si tu leur as donné leur cadeau. Elle a oublié. Il est prêt normalement, il est là, donc je vais l'aller chercher au plus vite que possible et je vais le. Merci. Les femmes de la diaspora congolaise de Belgique, elles ont publié un livre collectif. Ah. 129 femmes, Voilà. avec des photos, avec les photos des activités, etc. Marie-Reine. Et pourquoi est-ce que Je connais ce livre. pourquoi je parle de ce On livre? connaît tous ce livre. Pourquoi je parle de ce livre? Parce que dans ce livre, c'est très clair que toutes les femmes qui sont là, elles travaillent ici, elles travaillent là-bas. Elles apportent leur contribution dans les deux sociétés, ici en Belgique et en RDC. Elles travaillent pour le bien-être des populations. Donc, prétendre qu'il n'y a pas de collaboration entre ceux de la diaspora et ceux d'ici, moi j'ai dit peut-être
sauf pour les femmes qui se sont exprimées dans le livre, parce que celles-là, je sais très bien qu'elles travaillent ici et là-bas avec les personnes de là-bas et les personnes d'ici. Oui, on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je disais que c'était une critique, mais c'est vrai que la critique n'est peut-être pas, ne reflète peut-être pas Voilà. la vérité. Pas toute la vérité. Pas toute la vérité. On va retourner aux questions de nos auditeurs parce qu'il y en a encore. Et il y a une question assez intéressante qui parle de la question du chef Lusinga. Il y a plusieurs d'entre vous qui en ont parlé autour de la table, autour de la pirogue aujourd'hui. Est-ce que le chef Lusinga, Lys, est... je me retourne vers toi parce que ton rôle a été aussi d'archiver, de plonger aussi dans les archives du musée. Est-ce que le chef Lusinga était repris dans les archives du musée et dans les restes ancestraux? Et la lettre de la famille de Lusinga a été écrite il y a quelques années. Ils ont fait une demande de restitution. La personne demande est-ce que le musée s'est prononcé autour de cela ou pas? Oui, exactement. C'est une très bonne question. La question de Thierry Lusinga est venue en 2019, si je ne me trompe pas. Et on a, de ce que je sais, on n'a toujours pas répondu à cette question. Et par rapport au chef Lusinga, il a été débattu beaucoup. Paul a déjà fait référence à son numéro de registre, encore du langage muséal, désolé. Et donc, ce numéro de registre est notamment à A151, ce qui veut dire anthropologie anatomique 151. Donc, c'est une crâne qui tient le numéro 151. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a 150 ancêtres avant lui dans cet inventaire. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais quand même souligner, qu'il y a beaucoup plus des histoires des personnes qu'on doit pouvoir raconter. Et on n'est pas encore là, en fait. En ce moment, on n'a pas encore assez des données. Et c'est comme Stéphane, et c'est même pas une question de données scientifiques, mais c'est une question des histoires humaines, tout simplement. Et je pense que Stéphane, il a bien dit qu'il y a cette histoire orale vivante en RDC qui peut très clairement contribuer à l'identification, un mot que j'aime pas non plus, parce que je voudrais pas faire la différence entre non identifié et identifié. Pour moi, ce sont tous des humains à la base, et donc dès qu'on puisse identifier leur provenance géographique, en fait, il n'y a plus de discussion sur la provenance au niveau national, je veux dire au niveau des pays. Qu'est-ce que j'allais dire encore sur Lusinga? Oui, donc il est dans cet inventaire et il est toujours conservé ici en Belgique. Il se retrouve maintenant à l'Institut de sciences naturelles et il faisait part d'un don de la femme d'Emile Storms, l'agent militaire en question qui l'a amené dans les années 1885 en Belgique. Mais les trois crânes, ce don contiennent 3 crânes, donc du chef Lusinga, du chef Kapampa et du chef Malibu. Kapampa se retrouve toujours ici aux collections biologiques et le chef Malibu, c'est encore pas clair où ils peuvent se trouver exactement, parce que normalement ils ont tous ce numéro du registre. Pampa, c'est AA 150. Exactement. Juste avant Lusinga. Voilà. Oui. Okay. Et à 149, c'est chef Malibu. Mais lorsqu'on connaît la provenance d'un crâne, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on connaît d'où il vient? Pourquoi on ne sait pas le restituer tout de suite à la famille, vu qu'on sait exactement d'où vient la provenance? Je trouve ça une très belle question. Autant qu'historienne, je ne vois rien dans les recherches de provenance qui nous empêche à rapatrier. Donc, ces recherches doivent
et être collaboratif. On doit travailler tous ensemble. Ces recherches sont des recherches, c'est un processus intégral, comme je disais déjà. Et je pense que, en fait, on peut rapatrier des restes humains, des restes ancestraux ou des ancêtres dès qu'on a connaissance de leur pays de provenance. On a déjà une base géographique et par après, on peut essayer de reconstruire les histoires derrière ensemble en collaboration sur base de plusieurs données, des données orales, des données archivistiques, mais aussi des données dans des archives personnelles des familles, parce qu'il n'y a pas que les descendants directs qui ont été impliqués dans ces pratiques violentes, dans ces pratiques très questionnables, mais on ne peut pas facilement transférer plus que une centaine ou 5 ou 6, plusieurs restes humains du Congo en Belgique. Et quand même, ça a été fait. Donc, il y a des réseaux qui ont permis à faire ça. Et ça, c'est intéressant aussi à mettre au clair. À mettre en place, oui. Lorsqu'on parle de la reconstruction de l'histoire et des histoires familiales, est-ce que vous avez eu la chance de parler à des membres de la famille de Lusinga ou pas du tout? Plutôt à Lubumbashi, on a eu à chercher Thierry Lusinga, qui on n'a pas eu, pour des raisons que l'on ne sait pas. Mais que plutôt nous sommes entrés en contact avec le groupe Morombi, qui est un groupe d'Abois, des scientifiques qui se réunissent et qui réfléchissent aussi sur ces questions. Au-delà d'être un groupe communautaire, mais ils réfléchissent en tant que communauté de comment est-ce qu'ils clôtureraient le deuil du roi Lusinga. Mais que aussi on a écouté le chef Axon, qui a un autre point de vue très curieux que l'on inviterait le public à venir suivre, puisque il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu. Ce sont des questions sociétales. Il y a beaucoup de dynamiques. Et donc, il y a le niveau des familles. Il y a des familles qui attendent les dépouilles de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents. Il y a des communautés qui attendent leurs chefs. Mais dans quel contexte culturel, traditionnel, comment est-ce que cela serait compris? Puisque ce sont des événements macabres qui quelquefois ont accompagné le fait que ces personnes sont parties de ces espaces de vie, mais c'est comment est-ce qu'on répare cela. Et donc, ça va au-delà de violences physiques. Il y a des violences symboliques qui ont eu lieu. Et comment est-ce qu'on s'y engage? Comment est-ce qu'on essaie de répondre à cela? Et on parle de Lusinga, on parle du roi Msiri. On ne parle pas des anonymes. Ceux qui n'ont pas de voix, qui sont des personnes en fait. Mais comment? Et je pense que c'est là au plus haut point que l'État belge, tout comme l'État congolais, ont la responsabilité à répondre, puisque ce sont des fils du pays. Et donc, quel serait, vous voyez, le plus, je dirais, basique de réponse serait de les enterrer. Ce serait de les prendre et les laisser se reposer, leur offrir un espace de repos. Puisque, en tout cas, ça c'était un des moments chocs que j'ai eu personnellement à vivre dans mon séjour ici en Belgique. C'était d'entrer dans des collections où ce sont des cimetières en fait à ciel ouvert. Où, on voit des boîtes où il y a des ossements, des restes humains. Et donc, je crois que c'est questionnable, mais qu'en même temps, ça nous ouvre à des possibilités de réparation, à des possibilités de regarder ou de s'imaginer un futur où, en dialogue avec les communautés, en dialogue avec les familles, l'État, de comment est-ce que ces personnes trouvent d'autres lieux de repos. Puisque, en fait, on se dirait que l'on est dans des lieux qui sont chargés négativement, mais que l'on pense que l'on pourrait twister et que les charges peuvent devenir positives. Mais moi, je pense que les quelques exemples que nous avons, par exemple, la dent
de Patrice Lumumba. Ça veut dire qu'il est possible que les gouvernements se parlent et que les questions puissent être réglées sur le plan politique, sur le plan juridique. Donc j'imagine que ce sont des questions qui ont pu être réglées. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais ça a été réglé. Mais donc ça, c'est un exemple de bonne pratique, je trouve, et qui montre aussi qu'on peut, avec la volonté, il faut une volonté, qu'il est possible de faire cela. Et c'est très important pour aller vers pour réconcilier les personnes, que ce soit d'ici ou de là-bas, et pour faire en sorte que ces sociétés que nous voulons ouvertes, qu'elles progressent, qu'elles continuent à progresser. C'est un exemple de bonne pratique et qui montre que s'il y a de la volonté politique, dans le cadre du bilatéral, que c'est possible de régler ces questions-là petit à petit. Voilà, et puis moi je peux ajouter un peu ce que les autres ont dit. Il faut aussi prendre en compte notre culture en fait. Parce que nous à la base, on est des Bantous. Et chez nous, les morts ne sont pas morts en fait. Et il y a parmi eux, parmi ces ancêtres qui ont été apportés ici, ou certaines parties de leur corps ont été apportées ici. Il y en a qui étaient des personnes, des chefs de village, il y en a qui étaient des princes, il y en a. On peut pas aller juste, le musée peut pas aller juste prendre des crânes et puis aller remettre à cette famille. Il faut quand même que ça se passe dans certaines cérémonies qui puissent se faire, des rituels, jusqu'à l'enterrement. Et puis c'est quand même aussi, ça sera quand même une fête. Au Congo, ce sera la joie totale partout, de voir que tous les restes des ancêtres sont rentrés au pays. Et pour nous, Congolais, on se dit parfois c'est le commencement peut-être de la paix chez nous. Ouais, si je peux dire ça comme ça. Donc le retour dans la joie. Le retour sera dans le la commencement joie. de la paix. Et puis, on pourra voir les autres étapes du processus de restitution, de réparation plus tard. Mais on aimerait bien d'abord que nos ancêtres aillent se reposer chez nous. Non pas les places dans des tiroirs ou dans des cartons. Dans des boîtes. Pas dignes, je pense. Mais je pense que le gouvernement a toutes les clés. Après ce soir, ils peuvent prendre note pour la suite du projet Home. Ouais. Et l'une des dernières questions du public, on nous demande est-ce que le rapport sera disponible pour le public? Parce qu'apparemment, les auditeurs sont très intéressés de le lire. Est-ce qu'il sera disponible pour le public? Par exemple, publié sur le site du musée afin de vulgariser son contenu. Aussi une très bonne question. En fait, j'ai pas directement la réponse, mais si c'est à moi, oui. Mais je sais pas si oui, je sais pas Si tu peux te prononcer pour l'instant. Oui, voilà, je peux que dire que je le sais pas, mais je pense que c'est un projet public de l'État fédéral, donc pourquoi pas publier ce rapport. Déjà, il y a un site web où on veut créer l'accès aux inventaires, aussi entre guillemets à nouveau du langage muséal, aux inventaires de ces restes ancestraux. Et donc, pourquoi pas disponibiliser le rapport sur cette site. On peut rajouter cette recommandation à la liste. En tout cas, je remercie les intervenants qui se sont déplacés ce soir pour parler du projet Home. C'était une conversation très très intéressante, riche en informations. Je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement. Pour nos auditeurs, vous pourrez retrouver la vidéo sur notre site web et aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous avez plus de questions, vous pourrez les envoyer à nos chers intervenants. Merci à tous d'avoir été présents. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci.